Le jour où mon médecin m'a prescrit du Serfolax, en me vantant ses résultats cliniques et toutes les améliorations que cela apporterait à ma vie, j'admets ne pas avoir partagé spontanément son enthousiasme. Mes quelques réticences tenaient au fait que la liste des effets indésirables de ce médicament était longue comme le bras, avec parmi les plus sympathiques des troubles alimentaires, hallucinations, modifications de la perception du réel, des crises de paranoïa, des altérations de la mémoire, et pour les plus radicaux notamment, on pouvait redouter des hémorragies cérébrales, des décollements généralisés de la peau, et même la mort subite. Voilà qui était rassurant. Je reconnais que le médicament que je prenais depuis 5 ans présentait aussi de nombreux risques, mais je le supportais bien, même si mon accoutumance l'avait rendu moins efficace avec le temps et que ma posologie quotidienne avait été revue à la hausse. Selon le docteur, le dosage plus élevé du Serfolax répondait mieux à mes besoins. Il contenait la même molécule de base, mais un autre principe actif lui avait été associé pour davantage d'efficacité. Les excipients, eux, n'avaient été en rien modifiés. Face au discours apaisant du médecin, je n'ai pas lutté. J'avais fort besoin de ce traitement pour combattre mes angoisses et quelques états dépressifs qui me suivaient depuis pas mal d'années. Le changement n'est clairement pas mon fort, mais j'étais bien obligé de l'accepter, d'autant que le laboratoire qui produisait mon médicament allait arrêter sous peu sa production. On ne trouverait bientôt plus en pharmacie que la version générique, ce qui ne me satisfaisait guère. Le Serfolax allait donc simplifier ma vie. Le soir même, j'ai avalé mon premier comprimé, et depuis, je dois avouer que je n'arrête plus d'en prendre. Peut-être même parfois un peu trop, si bien qu'à cette allure, il va falloir que je pense à me réapprovisionner sous peu pour ne pas tomber en panne sèche. Ce soir-là, après avoir couché les enfants et lavé la vaisselle, je me suis posé sur le canapé. Je n'ai même pas allumé la télé ou démarré l'ordinateur. J'avais envie de profiter de ce moment calme, besoin de ne rien faire de spécial. Le repos du corps et de l'esprit. Mécaniquement, mon regard s'est mis à suivre les sillons dessinés sur le revêtement de sol imitation parquet, avant de se perdre rapidement dans leurs improbables ramifications qui semblaient interminables. Il pleuvait beaucoup, et j'entendais à travers les fenêtres fermées la rumeur de l'onde qui se déversait avec force sur les toitures des maisons environnantes, le bitume des rues et la terre des jardins. J'écoutais ce reposant grondement et les gouttes tombaient en cadence et résonnaient dans les conduits de ventilation quand leur rythme s'est modifié. D'abord de façon presque imperceptible. Puis en y prêtant attention, j'ai noté que le changement s'opérait à intervalles réguliers, passage rapide, puis passage lent. Je me suis finalement rendu compte qu'elle battait la mesure d'un morceau de Led Zeppelin, tandis que le vent qui s'engouffrait dans les menuiseries s'était mis à chanter en parodiant la voix de Robert Plant. J'étais subjugué par le charme de ce phénomène. Je ne serais pas capable de dire combien de temps je suis resté là à écouter cette mélodie fantastique qui ne finissait jamais, mais je me souviens que ce sont les appels de Raphaël qui m'ont soudain tiré de ma contemplation. Je me suis levé au ralenti et je suis allé voir mon garçon. Il n'arrivait pas à dormir, il était grognon. Lorsqu'il s'est mis à parler pour me dire qu'il avait fait un cauchemar, c'est ma voix que j'ai entendue. Je n'ai pas spécialement été dérouté par cet événement, au contraire, je dirais que ça m'a plutôt amusé, car les mouvements de sa bouche n'étaient pas synchronisés parfaitement avec le son que j'entendais, si bien que j'avais l'impression de visionner un détournement de film un peu raté qu'on trouve ici et là sur Internet, ou un long métrage de cinéma indépendant tchèque au mauvais doublage. Quand je lui ai répondu, c'était avec sa voix, et je ne parvenais plus à la faire taire. Je ne me rappelle plus ce qu'elle disait, je sais juste que je me sentais tout bizarre, comme dilué, désincarné, comme si je n'avais plus de corps qui m'était propre, et que je pouvais désormais flotter dans l'espace. J'ai posé ma main sur ma bouche, mais le flot de paroles ne s'est pas interrompu. Je ne pouvais l'arrêter malgré mes efforts, et son débit se faisait plus rapide et sonore à chaque seconde. C'était vraiment énorme. N'y tenant plus, j'ai cédé au fou rire, tandis que la voix continuait automatiquement. Les yeux de Raphaël se sont écarquillés, j'ai lu l'incompréhension et la peur sur son visage. Il s'est redressé d'un bond, alors je me suis rapproché doucement du lit et je me suis assis à côté de lui. Il s'agitait tant que je l'ai serré dans mes bras pour le réconforter. Je l'ai senti se contracter, puis son corps peu à peu s'est détendu, et sa respiration s'est faite plus sereine, plus lente. Je l'ai serré jusqu'à ce qu'il s'endorme. La notion de temps m'a échappé encore, mais je pense que ça a duré un long moment, car j'avais des crampes dans les avant-bras. Finalement, il était inerte. Je l'ai délicatement fait basculer en arrière pour l'installer sur son oreiller. J'ai repositionné sa tête qui tombait sur le côté d'une manière étrange, et j'ai déposé un baiser sur son front. Je me suis relevé et je suis sorti de la pièce en silence en laissant la porte entr'ouverte derrière moi. Juste après, c'est Ambre qui s'est mise à pleurer.
Décidément, c'est à croire que les enfants s'étaient donné le mot. Elle ne pouvait pas avoir faim car je lui avais déjà donné un biberon. Peut-être avait-elle simplement perdu sa sucette. Avait-elle froid ? Je suis allé la voir dans sa chambre sans faire de bruit. Elle gigotait dans son petit berceau comme une diablesse, le visage plissé, criant à plein poumon avec sa sucette fichée au coin des lèvres, style badass. Elle devait se taire pour ne pas réveiller son frère qui dormait à poing fermé. J'ai rapproché son doudou de sa tête et je lui ai caressé le visage en lui disant tendrement de faire dodo avec Choupi, que papa était là dans la pièce juste à côté, que la pluie jouait de la musique et que le vent chantait. Tout allait bien. Après 10 minutes passées auprès d'elle, j'avais l'impression que ses pleurs faisaient trembler les murs. Elle hurlait comme un démon. Je n'arrivais même plus à entendre à travers les volets la pluie qui tombait toujours avec autant de puissance. Je l'ai prise par les épaules et je me suis positionné en face d'elle en lui demandant fermement de se calmer. Elle a continué de pleurer avec vigueur. Alors je l'ai secouée pour qu'elle comprenne l'importance de ce que je venais de lui demander. Elle m'a regardé avec de grands yeux, puis elle a eu alors une forte quinte de toux qui a duré quelques instants. Enfin, il m'a semblé que ses cris s'étouffaient progressivement. En moins d'1 minute, elle s'était profondément rendormie. Elle ne bougeait plus. Le miracle de l'autorité bienveillante, sans doute. Je l'ai rallongée avec tendresse, et j'ai essuyé avec un Kleenex la petite tache rouge qui coulait de son nez. En sortant de sa chambre, j'envisageais de repartir m'asseoir dans le canapé pour retrouver le concert formidable que donnaient toujours les gouttes de pluie, quand mon estomac s'est manifesté en grognant furieusement. J'avais besoin d'une petite collation. Je suis allé dans la cuisine et j'ai sorti des cookies du placard, le fromage du frigo, que j'ai agrémenté d'un reste de pommes de terre sautées et de steak, de pâte à tartiner au chocolat avec des cornichons et du ketchup. Je n'avais rien mangé d'aussi bon depuis des années. J'ai regardé l'horloge suspendue au mur. Je me sentais en excellente forme alors qu'il était presque 23h30. Il fallait que je dorme moi aussi pour être opérationnel au travail le lendemain. Je me suis dit que le médicament ne faisait peut-être pas effet ou que la dose n'était pas suffisante. Le médecin s'était certainement trompé. J'en ai donc repris un comprimé et j'ai fourré les boîtes dans les poches de mon gilet. La pluie faisait de plus en plus de bruit. J'ai eu l'impression que quelqu'un chantait dans la maison. J'ai appelé Judith, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai crié plus fort, j'ai hurlé même, mais personne ne m'a donné signe de vie. Elle n'était pas là. Évidemment, elle ne pouvait être là. Elle était partie en séminaire pour la semaine. Les enfants, eux, n'ont même pas été réveillés par mes cris. Depuis le pays des rêves où ils résidaient à présent, ils ne devaient certainement plus rien entendre de ce monde. Tout à coup, il y a eu du bruit dans le couloir, comme une serrure qu'on triture pour essayer de la crocheter. J'ai avancé dans le corridor de l'entrée et j'ai ouvert la porte, lentement. Dans la coursive, j'ai observé un moment l'homme qui était penché sur la serrure de mon voisin et tentait visiblement de la forcer. Quand il m'a vu du coin de l'œil, il m'a dit « Ma serrure est bloquée, je sens que ça va me coûter une blinde pour la faire réparer. » Comme je ne disais rien, il a tourné la tête vers moi. « Antoine, tout va comme vous voulez ?» m'a-t-il demandé, comme s'il me connaissait. Je me suis rapproché de lui, doucement. « Qu'est-ce que vous faites avec ce couteau, Antoine ?» a-t-il dit, l'air inquiet. J'ai levé mes mains devant mon visage, elles étaient vides. Mais j'avais 6 doigts à chacune d'elles. Ce détail m'a amusé. « Allons, posez-le avant de blesser quelqu'un » a ajouté le type d'un ton insistant avant de se redresser pour me faire face. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai penché un peu la tête. Je ne m'étais jamais senti aussi confiant. « Je sais que vous êtes un cambrioleur, vous ne devriez pas être ici, il faut partir » ai-je dit avec la voix d'ambre. « Voyons Antoine, à quoi vous jouez ? C'est moi !» Ce gars était un cambrioleur qui essayait de me la faire à l'envers. Franchement, pour qui est-ce qu'il me prenait ? En continuant d'avancer vers lui, je me suis alors remis à parler sans pouvoir m'arrêter, comme avec Raphaël. Avec la voix d'ambre, je babillais, je gazouillais, et j'ai encore oublié ce que je disais, mais je n'ai rien fait pour empêcher cette fois l'expulsion de ce torrent de paroles. Le cambrioleur a commencé à blêmir, puis il a fait quelques pas en arrière avant de finalement se jeter sur moi, pensant sans doute que l'attaque est la meilleure défense. J'ai levé mes mains devant moi pour me protéger, et l'homme a soudain disparu. Peut-être le sournois s'était-il caché dans un coin pour m'attaquer au moment où je ne me méfierais pas. J'ai regardé partout autour de moi. Il n'était plus là. Un peu secoué, j'ai appelé l'ascenseur. Il valait mieux ne pas rester dans les parages. Quand les portes sont ouvertes, je me suis précipité dans la cabine et j'ai appuyé sur le bouton de fermeture, direction le rez-de-chaussée. Lorsque j'ai relevé la tête, j'ai vu un homme dans le miroir qui tenait un long couteau de cuisine ensanglanté. Il m'a dévisagé en souriant d'un air mauvais qui m'a déplu autant qu'il m'a apeuré. Alors,
J'ai détourné le regard et j'ai fait profil bas en attendant que les portes s'ouvrent. Je suis rapidement sorti de l'ascenseur et j'ai traversé le hall. Presque arrivé à la porte, une femme que je ne connaissais pas est entrée dans l'immeuble et m'a accosté. Elle avait l'air complètement affolée de me voir et elle gesticulait en commençant à hausser le ton. Elle portait en bandoulière un sac de sport. « Antoine, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau plein de sang ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» m'a-t-elle dit presque hystérique. Mais pourquoi tout le monde s'entêtait à m'appeler Antoine ? Je déteste ce prénom. Il devait me prendre pour un autre, quelqu'un qui habitait le même bâtiment et me ressemblait sans doute. Et que signifiait cette histoire de couteau ? Le seul qui en possédait un était l'homme que j'avais croisé dans l'ascenseur. « Est-ce que les enfants vont bien, Antoine ? Réponds-moi » a-t-elle dit en sanglotant tout en me donnant des coups avec ses petits poings. Je n'ai pas compris pourquoi elle me parlait de Raphaël et Ambre qui dormaient bien sagement dans leur chambre. De quoi se mêlait cet inconnu ? J'ai levé mes mains d'une façon apaisante et je lui ai demandé de se calmer. Mais je ne pense pas qu'elle m'ait entendu car elle semblait encore plus terrifiée. Elle a reculé et je me suis approché d'elle en disant que tout allait bien se passer, que je ne lui voulais aucun mal. Ma voix à présent était celle du cambrioleur. Je commençais à m'habituer à ces surprises vocales soudaines. On peut même dire que je commençais à en raffoler. Je montrai mes mains à la femme qui revenait à la charge et me bousculait pour se diriger vers les escaliers quand elle a tout à coup disparu. À nouveau, j'étais seul dans le hall d'entrée. Lorsque je suis passé devant le miroir en face des boîtes à lettres, je n'ai pas osé faire un signe de main à l'homme au couteau dégoulinant qui venait de surgir de nulle part. Son regard pourtant avait changé. Maintenant, il avait presque l'air amical et un sourire heureux illuminait son visage qui me semblait de plus en plus familier. Je lui ai renvoyé son sourire par politesse, mais j'ai tout de même préféré passer mon chemin sans tarder pour éviter des histoires. Vous comprenez, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Un mot de trop haut, un regard de travers, un signe mal interprété, et tout peut basculer. Je me suis dirigé droit vers la porte et je suis sorti du bâtiment. La pluie avait cessé, tout était calme. J'ai avalé un autre comprimé, et lentement, j'ai traversé le parking au goudron luisant pour me diriger vers la rue qui ressemblait à un ruisseau tranquille reflétant les halos jaunes des réverbères. À présent, je vis dans un beau pavillon avec un immense jardin où habitait une charmante famille. Lorsque je suis arrivé au beau milieu de la nuit, ils ont eu l'air terrorisés pour une raison que j'ignore. Pourtant, je ne me trompais pas. Il y avait bien ce panneau à vendre qui était apposé sur la façade et je me proposais simplement d'acquérir leurs biens contre quelques pièces. En tout cas, ils ont tous disparu les uns après les autres, inexplicablement, comme le cambrioleur et cet inconnu dans mon immeuble. Ils se sont tous évaporés. Le père, la mère, les 3 filles et le garçon. L'homme au couteau est devenu mon colocataire et finalement il n'est pas de si mauvaise compagnie. Certes, il n'est pas très bavard, mais je vois dans ses yeux qu'il m'aime bien. Il me ressemble un peu d'ailleurs, je trouve. Même si la maison nous plaît et que l'on s'y sent à notre aise, il va nous falloir néanmoins trouver sous peu un autre toit, car depuis quelque temps, il y a une odeur désagréable de pourriture qui flotte dans l'air. Ça devient insupportable. Il doit y avoir des rats morts quelque part ou un sérieux refoulement dans les canalisations. Ou alors, ce sont les murs qui transpirent le mal-être des habitants précédents. Ils avaient l'air pourtant si sympathiques. On propose probablement d'autres maisons à vendre dans le quartier, alors je vais prospecter avec une patience et une persévérance dignes d'un Stéphane Plaza. Je vais finir par trouver, j'en suis certain. Je pourrai enfin poser mes valises et penser à fonder une famille. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants.